Et si la menace la plus redoutable pour le Burkina Faso ne venait pas de l'ennemi extérieur, mais bien du cœur empoisonné de ses propres élites et de son armée? En quelques semaines, la chute spectaculaire de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président de la transition, extradé du Togo vers Ouagadougou, a bouleversé la scène politique, mais ce n'est que le début. Derrière les portes closes, un scandale d'une ampleur inédite se dessine. Damiba n'est plus seulement accusé d'avoir mené un coup d'État. Il doit désormais répondre de détournements colossaux de fonds publics et de multiples tentatives de sabotage contre la nation qu'il prétendait défendre. Les enquêteurs détiennent aujourd'hui des preuves accablantes. Messages, enregistrements, transactions secrètes, tous extraits de son téléphone personnel et confirmés par des aveux de complices, déjà arrêtés. Ce n'est plus l'affaire d'un seul homme. C'est tout l'édifice du pouvoir qui vacille, mis à nu par ces révélations explosives. Pour mieux saisir la gravité de cette situation, il est utile de remonter dans l'histoire récente du pays et d'observer comment, à travers le continent africain, les crises de ce genre ont souvent marqué des points de bascule majeurs. Par exemple, au Nigeria, les affaires de détournement de fonds sous le régime d'Abacha ou au Bénin, avec l'affaire ICC Services, ont révélé comment la manipulation d'intérêts privés au sommet de l'État peut plonger des millions de citoyens dans l'incertitude et la précarité. Le Burkina Faso, aujourd'hui, n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue lignée de nations africaines confrontées à la même question fondamentale. Comment garantir une gouvernance juste et responsable lorsque le pouvoir lui-même devient le principal obstacle à la justice? Les ramifications de ce dossier dépassent les frontières du Burkina Faso. Elles dévoilent la toile complexe d'alliances et de trahisons entre élites militaires, politiciens et puissances étrangères, du Togo à la Côte d'Ivoire, et bien au-delà. Ici, la duplicité règne. Ambition personnelle, manipulation dans l'ombre et complicité internationale s'entremêlent, pendant que le peuple demeure l'otage invisible de ces luttes de pouvoir. Pour illustrer l'étendue de ces complicités, souvenons-nous de la crise ivoirienne du début du XXIe siècle. À cette époque, les réseaux d'influence étrangers jouaient un rôle clé dans le financement des factions armées, semant la zizanie et alimentant des guerres civiles interminables. De la même façon, les révélations sur l'implication de certaines puissances occidentales dans les affaires internes burkinabais rappellent combien ces ingérences sapent la souveraineté nationale et contribuent à l'instabilité chronique qui frappe la région. Le procès imminent promet d'être plus qu'un simple jugement. Il pourrait ouvrir une véritable boîte de Pandore. Des noms jusque-là intouchables pourraient tomber, exposant l'implication de figures majeures dans un vaste réseau de sabotage et d'enrichissement illicite. Mais l'enjeu dépasse la chute de quelques puissants. Si nous détournons le regard, c'est l'instabilité chronique, l'effondrement de la souveraineté et la perpétuation de cycles sanglants de corruption et de violence qui menacent de s'installer durablement. L'avenir du pays, la sécurité de la sous-région et l'espérance de toute une génération sont suspendus à la vérité qui éclatera ou non. Alors, une question brûle toutes les lèvres. Qui, au sommet de l'État, agit réellement pour le peuple? Et qui manipule dans l'ombre les institutions pour préserver ses privilèges, quitte à plonger le pays dans le chaos? Pour mesurer la portée de cette extradition et ce qu'elle révèle du système, il faut plonger dans le contexte explosif de la crise burkinabé et remonter aux sources profondes de ce désordre. Avant de comprendre comment la chute de Damiba a pu bouleverser tout un pays, il faut revenir sur le climat délétère qui régnait au Burkina Faso ces derniers mois. Car ce chaos n'est pas né du hasard. Il s'enracine dans des décennies de crises politiques et de rivalités internes. Prenons un exemple concret. Depuis l'indépendance, chaque décennie burkinabé a été marquée par des coups d'État, des transitions inachevées et des promesses non tenues. Le renversement de Thomas Sankara en 1987, puis la longue présidence de Blaise Compaoré, ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. À chaque fois, l'espoir d'une gouvernance nouvelle a été déçu par la résurgence de vieux réflexes de prédation et de clientélisme. Comment un officier, jadis perçu comme le sauveur du pays, a-t-il pu devenir la source même de ces tourments? Cette question, centrale dans la crise burkinabé,
éclaire l'effondrement d'un homme et d'une nation entière. Au début, Paul-Henri Sandaogo Damiba incarne l'espoir. Officier respecté, il renverse, en janvier 2022, le président Roch Marc Christian Kaboré. Il jure alors de restaurer la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso, pays miné par l'insécurité et la défiance grandissante du peuple. Mais très vite, l'ombre du soupçon plane. Damiba est accusé de compromis douteux, d'alliances ambiguës, de pactes secrets avec certains réseaux politiques, militaires et même étrangers. Le doute s'installe. L'homme est-il vraiment le rempart promis, ou un joueur trouble à la loyauté incertaine? Sa chute est brutale. Moins d'une année plus tard, il est renversé à son tour par le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba s'enfuit au Togo, où il obtient l'asile et un engagement de neutralité. Ce devoir de réserve, censé être sacré, sera toutefois brisé presque immédiatement, selon de nombreux témoins. Depuis Lomé, l'ex-président de transition serait le chef d'orchestre de troubles. Il aurait attisé des tensions, fomenté des complots contre le nouveau régime de Ouagadougou. Les motifs évoqués? Orgueil blessé, rivalité personnelle avec Traoré, mais aussi volonté farouche de reprendre le pouvoir en s'appuyant sur d'anciens alliés et des réseaux extérieurs. Ce qui devait n'être qu'un exil discret se mue en laboratoire de subversion régionale. Le droit d'asile, conçu pour protéger les faibles, devient le bouclier d'un stratège prêt à tout pour revenir, quitte à déstabiliser son pays et la région. Pour mieux comprendre cette dynamique, on peut comparer la situation du Burkina Faso à celle du Libéria dans les années 90. Charles Taylor, alors réfugié dans un pays voisin, avait lui aussi orchestré depuis l'extérieur la déstabilisation de son pays natal. Sa stratégie d'entrisme, d'alliance avec des réseaux étrangers et de manipulation des exilés a provoqué une guerre civile dévastatrice. Le schéma est similaire. L'exil sert moins à protéger qu'à préparer une reconquête du pouvoir, au prix de la souffrance collective. Fermer les yeux sur cet engrenage, c'est ignorer la fragilité des institutions africaines et la facilité avec laquelle une poignée d'élites détourne l'appareil d'État à leur profit. L'histoire de Damiba force à regarder en face la vulnérabilité des systèmes de gouvernance et l'urgence de bâtir des États de droit solides, transparents, responsables. Mais derrière la rivalité entre deux hommes se cache une réalité plus large, un maillage de complicité, de financements occultes et de manœuvres de déstabilisation. Seule une enquête patiente pourra en percer les secrets. À travers l'affaire Damiba, c'est tout un système de pouvoir et de manipulation qui se dévoile. Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter aux origines de son ascension et explorer les alliances invisibles qui ont façonné sa trajectoire. Pour illustrer la complexité de ces réseaux, prenons le cas du scandale Petrobras au Brésil. Des sociétés écrans, des flux financiers opaques, des complicités à tous les niveaux de l'administration. Au final, la corruption systémique a paralysé l'État et privé des millions de Brésiliens de services essentiels. Le Burkina Faso doit aujourd'hui éviter de tomber dans le même piège, où la prédation se généralise et où l'État devient un simple guichet pour les intérêts privés. Quand piller l'État devient une arme aussi redoutable qu'une Kalachnikov, la véritable guerre commence. Elle est silencieuse, insidieuse, et ronge un pays de l'intérieur, loin des explosions mais tout aussi destructrices. Depuis l'extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, une inquiétude s'installe. Les crimes économiques ne sont plus de simples fraudes, ils prennent la dimension d'actes de sabotage national, capables d'embraser tout un peuple. Les soupçons contre Damiba dépassent largement le cadre d'un putsch manqué. Il aurait détourné des milliards de francs CFA, des montants si vertigineux qu'ils semblent irréels. Ces fonds, dissimulés derrière des sociétés écrans et des comptes offshore, auraient servi à acheter des complicités, alimenter l'instabilité et soutenir des réseaux parallèles. Détourner les ressources publiques, c'est priver des millions de citoyens de soins, d'éducation et même d'eau potable. Ce n'est plus seulement une trahison morale, c'est l'organisation méthodique d'une crise nationale où chaque franc volé creuse un peu plus la tombe de l'État. Prenons un cas pratique. Dans la région du Sahel, de nombreux projets d'infrastructures ont été stoppés net à cause de détournements massifs.
Les routes inachevées, les hôpitaux abandonnés et les écoles désertées témoignent de l'impact concret de la corruption sur la vie quotidienne des Burkinabés. Chaque somme détournée se traduit par des milliers de vies compromises, des rêves brisés et une société qui peine à se relever. Mais Damiba n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Les complicités remontent toute la chaîne du commandement, impliquant des généraux, des hauts fonctionnaires, parfois même des leaders religieux et communautaires. Certains ont fermé les yeux par peur, d'autres par appât du gain. Et au-delà des frontières, des diplomates et des hommes d'affaires étrangers sont entrés dans la danse, fascinés par la promesse de marché ou d'influence politique. À chaque niveau, des intermédiaires opèrent dans l'ombre, négociant, corrompant, manipulant. Loin du Burkina Faso, des stratèges orchestrent ces flux, exploitant chaque faiblesse d'un État fragilisé. Les enquêteurs burkinabés commencent à remonter la piste. Des documents confidentiels émergent, des messages cryptés sont déchiffrés, et d'anciens complices décident de parler. Les flux financiers laissent apparaître un schéma tentaculaire, où chaque transaction trahit une alliance secrète. Ce scandale n'est plus seulement burkinabé. Il s'étend de la sous-région jusqu'aux places financières internationales, révélant l'étendue d'une toile patiemment tissée. Pour illustrer la portée de telles ramifications, rappelons le scandale du Kazakh-Gat en France, où des réseaux d'influence à l'étranger ont été mis au jour grâce à des enquêtes financières méticuleuses, mettant en évidence la capacité de certains groupes à infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir. Ces exemples montrent que seule une coopération internationale et la transparence peuvent permettre de dénouer les fils de la corruption transnationale. Il faut se rendre à l'évidence. Tant que ces réseaux ne seront pas démantelés, la lutte contre le terrorisme restera vaine. Le danger le plus mortel ne se trouve pas dans la brousse, mais au cœur du palais, là où le pouvoir et l'argent conjuguent leurs forces contre la nation. La vraie guerre est celle qui oppose une poignée de privilégiés à l'immense majorité réduite au silence. Dès lors, ce procès hors norme peut-il vraiment briser l'impunité? Peut-il ouvrir la voie à une justice qui ne s'arrête pas devant les portes du pouvoir? Les réponses façonneront l'avenir du Burkina Faso et influenceront tous les pays qui rêvent encore de souveraineté et de justice. Mais derrière chaque affaire, il y a des visages, des familles et un peuple qui attend des réponses. Pour comprendre l'onde de choc de ce procès, il faut revenir sur les conséquences humaines et politiques des détournements au sommet. Au Sénégal, l'affaire Karim Wade a démontré comment un procès public peut catalyser une prise de conscience nationale sur l'importance de la transparence et de la reddition de comptes. Cependant, il a aussi révélé les risques de récupération politique et d'instrumentalisation de la justice. Le Burkina Faso, à la croisée des chemins, doit veiller à éviter ces pièges. La justice doit être impartiale, indépendante et guidée par la quête de vérité, non par la vengeance ou l'opportunisme. Juger Damiba, c'est risquer de tout dévoiler ou de tout ensevelir. Deux directions s'ouvrent désormais au Burkina Faso, le grand déballage ou le maintien du silence. Un procès public serait un acte fort. Il incarnerait la transparence, la promesse d'un vrai renouveau politique. Mais exposer la vérité comporte un péril. Voir surgir, à la faveur des témoignages, l'implication de figures influentes, jusque dans les plus hautes sphères de l'État, voire à l'étranger. Une telle audience pourrait libérer une tempête, révélations sur des intérêts croisés, réseaux mafieux, complicités étrangères. Autant de forces occultes, longtemps invisibles, qui se retrouveraient soudain sous les projecteurs, bouleversant l'équilibre précaire du Sahel. À l'inverse, choisir une procédure discrète et cibler quelques coupables désignés reviendrait à préserver le système, donner l'illusion d'une justice, sans jamais l'incarner. Ce serait un simple maquillage, nourrissant la défiance et préparant de nouvelles crises. Le régime Traoré le sait, il adapte sa stratégie. Renforcement militaire, mais aussi infiltration des lieux d'influence. Chaque geste témoigne d'une prise de conscience aiguë. La lutte pour la stabilité ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les tribunaux, dans la rue, dans les discours, et sous l'œil d'une surveillance renforcée. Pour illustrer cette stratégie, prenons l'exemple du Rwanda après le génocide. La refondation des institutions a reposé sur la justice populaire, Gakaka.
l'implication massive de la population et la transparence dans le traitement des crimes. Ce modèle, bien qu'imparfait, a permis de restaurer la confiance et de rebâtir un État presque à partir de zéro. Le Burkina Faso doit s'inspirer de ces expériences pour inventer ses propres mécanismes de réconciliation et de justice. Les menaces pleuvent, représailles, pression diplomatique, risque d'ingérence. Les autorités anticipent à ces secousses, conscientes que le moindre faux pas peut tout faire vaciller. En réalité, l'affaire Damiba met à nu un dilemme fondamental. Les États du Sahel peuvent-ils rompre avec des décennies de vassalisation? La solidarité nationale peut-elle prévaloir sur les intérêts privés et les appétits extérieurs? La responsabilité collective restera-t-elle un idéal inatteignable? Oser l'ouverture, c'est s'exposer à des ruptures politiques, à des incidents diplomatiques, à l'éveil de réseaux tapis dans l'ombre. Mais refuser la lumière, c'est condamner la région à l'opacité et à la répétition des mêmes tragédies. Pour tous, citoyens comme dirigeants, l'enjeu est limpide. Apprendre à naviguer dans une ère nouvelle, où chaque choix engage l'avenir de toute la nation. À l'heure où le destin du Burkina Faso se joue, les regards africains scrutent ce procès-test. La suite déterminera si l'histoire s'écrit dans la clarté ou dans la pénombre. Ce qui se joue ici dépasse le destin d'un seul homme. L'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba concentre désormais l'attente de tout un peuple. Voir éclore une ère nouvelle, fondée sur la justice et la responsabilité, pour l'ensemble du continent africain. Aucune nation ne peut prétendre à la paix sans une justice transparente. Il faut une justice forte pour restaurer la confiance, assécher les sources de corruption et priver les manipulateurs de leur pouvoir. C'est ainsi que se bâtit la première pierre d'un État digne, stable, capable de protéger le bien commun. Les citoyens africains doivent comprendre que la souveraineté ne se délègue jamais. Elle vit dans la vigilance de chacun, dans le refus de l'impunité et l'engagement à défendre chaque institution comme un trésor collectif. Exiger des comptes, refuser l'indifférence. Voilà le point de départ pour défendre la stabilité et l'avenir du pays. Pour les élites, une leçon s'impose. Gouverner n'est pas une récompense, mais un serment. Les privilèges du pouvoir impliquent d'abord une dette, celle de servir, d'être exemplaire, de rendre des comptes sans faillir. Toute décision, tout silence complice engagent leur responsabilité devant l'histoire et le peuple. Les États africains ne peuvent plus reculer devant la vérité. Refuser d'exposer les réseaux mafieux, c'est tolérer l'érosion lente de la souveraineté, la confiscation de l'indépendance et l'effacement de la dignité nationale. Oser la transparence, même au prix du scandale, c'est choisir l'honneur, restaurer la confiance, assainir la gouvernance, préparer une génération décidée à défendre l'intérêt général. Le sort d'un homme ou d'un clan n'est rien face à l'avenir de millions de citoyens. Négliger les leçons du présent, c'est accepter que l'histoire bégaie, que des milliers de vies soient sacrifiées, que l'Afrique reste entravée par ses propres fantômes. À nous tous de prendre la mesure de cette responsabilité collective. L'intégrité, la vigilance et l'exigence de justice sont nos seules armes pour édifier le futur. À ce prix, et à ce prix seulement, l'Afrique retrouvera sa voix, sa souveraineté et sa lumière. Mais ce combat pour la justice et la souveraineté ne fait que commencer. La suite dépendra du courage collectif à affronter la vérité et de la volonté de transformer l'épreuve en espoir durable. Ce procès n'est pas seulement celui de Damiba. Il symbolise le jugement d'une époque et d'une génération entière, dirigeants comme citoyens. Son extradition met à nu une interrogation essentielle qui traverse chaque nation africaine. Jusqu'où tolérerons-nous la complicité, la corruption et la mainmise sur notre destin collectif? Ici, la chute d'un homme importe moins que la possibilité d'une renaissance authentique de la souveraineté populaire. Face à la gravité des accusations, détournement de fonds publics, enrichissement illicite, trahison répétée, le tribunal ne juge plus un simple individu. C'est tout un système, ses ramifications visibles et secrètes, qui se retrouvent exposées sans phare. Les complicités s'étendent du sommet de l'État jusqu'aux partenaires étrangers qui prospèrent sur l'instabilité et la pauvreté, tissant une toile étouffante.
Ni le silence, ni l'indifférence, ni la peur ne sont acceptables. Chacun doit s'interroger. Laisserons-nous l'omerta protéger les puissants ou exigerons-nous justice, vérité et transparence? Le sacrifice de quelques responsables effacera-t-il des décennies d'injustice? Ou bien ce procès deviendra-t-il enfin le point de départ d'une Afrique debout, fière, souveraine, où nul n'est au-dessus de la loi? Aujourd'hui, le sort du Burkina Faso, du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest se joue dans ce duel entre justice et impunité. Au-delà de Damiba, c'est notre avenir commun qui vacille. Il ne s'agit plus seulement d'un chef d'État ou d'un pays, mais de la lutte d'un continent entier pour la dignité, la sécurité et le progrès. L'histoire observe. Les générations à venir jugeront le courage ou la résignation de ceux qui assistent à ce procès. La justice s'arrêtera-t-elle aux frontières du possible, ou osera-t-elle briser l'ordre établi pour bâtir un véritable État de droit? Partout sur le continent et dans la diaspora, chacun porte désormais une part de responsabilité. Refuser la complicité silencieuse, c'est choisir l'espoir, la justice, la souveraineté réelle. L'heure n'est plus à l'indignation muette. Il faut transformer la colère en acte, dénoncer l'inacceptable et défendre, sans relâche, l'exigence d'une gouvernance honnête. La boucle est bouclée. Ce procès marquera la mémoire et l'avenir de l'Afrique tout entière. La question demeure. Aurons-nous le courage collectif de rompre, enfin, le cycle séculaire de l'impunité? Car chaque justice rendue aujourd'hui prépare déjà le terrain aux épreuves de demain. Mais pour que cette justice ne soit pas un simple mot, il faut explorer les solutions concrètes, apprendre des expériences passées et imaginer des scénarios d'avenir. Première étape, renforcer l'indépendance de la justice. Cela passe par la nomination de magistrats intègres, la protection des lanceurs d'alerte et la création d'instances de contrôle indépendantes. Par exemple, en Afrique du Sud, la commission Zondo a permis de dévoiler l'ampleur de la corruption sous Jacob Zuma, grâce à des enquêtes approfondies et à la mobilisation de la société civile. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de cette démarche en instituant une commission vérité-justice dotée de pouvoirs réels d'investigation. Deuxième étape, garantir la transparence financière. Imposer la publication des budgets, des contrats publics et des mouvements de fonds permettrait de limiter la tentation de détournement. Des plateformes numériques citoyennes, telles que celles développées au Kenya pour le suivi des marchés publics, ont montré leur efficacité pour détecter les anomalies et dénoncer les abus. Le peuple burkinabé doit s'emparer de ces outils pour surveiller ses dirigeants et imposer une nouvelle culture de responsabilité. Troisième étape, renforcer la participation citoyenne. L'histoire montre que les transitions les plus durables sont celles qui associent le peuple à la définition des priorités nationales. Organiser des forums populaires, consulter les communautés locales et intégrer les jeunes et les femmes dans les instances de décision sont autant de leviers pour construire une démocratie vivante et résistante aux tentations autoritaires. Scénario d'avenir. Si le procès d'Amiba aboutit à la condamnation des coupables et à la restitution des biens volés, le Burkina Faso pourrait amorcer une ère de refondation. Cet exemple inspirerait d'autres nations africaines à suivre la même voie, ouvrant la perspective d'une Afrique plus intègre, plus forte, capable de peser sur la scène internationale. À l'inverse, si la justice flanche, si les réseaux mafieux reprennent la main, le pays risque de s'enfoncer dans un cycle sans fin de violence, de méfiance et de découragement. Pratiquement, chaque citoyen peut agir. Participer au débat public, soutenir les médias indépendants, signaler les abus, voter de façon éclairée, refuser les pots de vin et promouvoir les valeurs d'intégrité sont des actes concrets qui, mis bout à bout, transforment la société. L'exemple du Ghana, qui a réussi à instaurer une alternance politique pacifique grâce à l'engagement de la société civile, montre qu'un changement est toujours possible lorsque le peuple prend la parole et refuse la fatalité. Enfin, les dirigeants burkinabés et africains doivent comprendre que la légitimité ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour, dans la transparence, l'humilité et le service du bien commun. Toute tentative de dissimuler la vérité, de manipuler la justice ou de bâillonner la presse ne fait que renforcer la défiance et préparer de nouvelles secousses.
La boucle se referme donc sur une exigence simple, mais absolue. La clarté. La vérité, même douloureuse, est la seule boussole fiable pour sortir du labyrinthe de la corruption et de l'instabilité. Seule la lumière et la justice permettront au Burkina Faso et à l'Afrique de tourner définitivement la page des trahisons et d'écrire, enfin, le chapitre d'une souveraineté retrouvée. Ainsi, la question de départ, qui, au sommet de l'État, agit pour le peuple et qui manipule dans l'ombre, trouve sa réponse dans l'action collective, la lucidité et le courage de chaque citoyen. L'histoire s'écrit maintenant.